inconsciemment, on ne peut pas s'empêcher de se dire bah, j'ai un sponsor alors que je suis peut-être pas dans le top 5 français. C'est important de comprendre, on n'a pas un bon ou un mauvais mental. Et en fait, je me rends compte que le mental, il est très présent aux échecs et à tous les niveaux. Ok, bonjour et puis bienvenue à Julien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder une thématique qui n'a jamais été abordée, ou en tout cas moi que j'ai jamais vu aborder, de parler de préparation mentale et d'échecs. Ouais. Et donc j'ai proposé à Julien, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir travailler, de participer à cette émission. Et on va essayer de discuter un petit peu ensemble, de voir justement quel lien on y a entre la psychologie du sport et la préparation mentale, et puis comment on a pu travailler là-dessus. Alors peut-être te proposer, Julien, de commencer par peut-être te présenter un petit peu, puis ton parcours, et puis voilà, ce que tu fais dans les échecs. Alors moi je suis maître international d'échecs. Donc c'est l'un des plus hauts titres aux échecs. Pour simplifier, on va dire que c'est un titre qui est décerné par la Fédération internationale des échecs. Et c'est à peu près le top 0,1% des joueurs. En France, ça me classe à peu près dans le top 100, 150 français. La spécificité un peu, c'est que ça fait quelques années que je documente un petit peu mon parcours sur les réseaux sociaux, où je montre un petit peu les compétitions que je fais, et puis aussi j'ai l'ambition de un peu démocratiser, vulgariser le jeu d'échecs. Et donc je le fais sur les réseaux, ou sur YouTube, où je dois avoir plus de 160 000 abonnés, TikTok, LinkedIn, Instagram, etc. Donc j'ai aussi un peu cette casquette créateur de contenu. Et sinon, j'ai aussi lancé un club d'échecs où on est à peu près 1 millier de membres. Donc c'est aussi, j'ai aussi une casquette où en fait, je dirige un club d'échecs où je suis coach d'échecs, quoi. D'accord. Et donc toi, tu as eu un rapport aux échecs, alors justement, on va en parler, qui était intéressant, c'est-à-dire il y a eu plusieurs phases dans ton rapport aux échecs, et justement ton parcours personnel que tu as détaillé un petit peu sur les réseaux, qui t'a amené à avoir, on va dire, un très haut niveau de pratique, et puis presque, je crois, un abandon à un moment donné, c'est ça ou... Ouais. Oui. Ouais, du coup, on avait travaillé pas mal ensemble sur la préparation mentale. Et oui, ça m'a permis de mettre en évidence qu'il y avait eu plusieurs phases dans mon rapport au jeu d'échecs. J'ai commencé à l'âge de 11 ans à peu près. Et là, c'était vraiment l'excitation du jeune qui tombe dans la marmite du jeu d'échecs, très content, très excité. J'adorais les échecs au point de redoubler la seconde parce que je faisais trop d'échecs. Ça m'a amené jusqu'au titre de maître international à l'âge de 20 ans. Et puis à 20 ans, en fait, j'ai eu un peu ce moment charnière. Je pense que beaucoup de sportifs l'ont, et d'autant plus probablement dans des sports où c'est assez difficile de gagner sa vie quand on est professionnel. Oui. Je pense que vers cet âge-là, 20 ans, on commence à se dire est-ce que c'est raisonnable de continuer, parce que peut-être je vais pas pouvoir gagner ma vie avec ma passion. Et donc moi, à ce moment-là, je me suis dit ok, puis j'avais aussi la pression un petit peu de la famille, etc. Et je me suis dit ok, c'est quand même plus raisonnable de faire les études. Donc là, j'ai fait les études, où j'ai fait une prépa, après une école de commerce, une école d'ingénieur, et je me suis dit ok, j'ai continué les échecs, mais plus pour le plaisir parce que c'est ma passion quand j'étais enfant. Mais j'avais un peu perdu l'aspect compétition. Donc finalement là, c'était une deuxième phase où je me suis beaucoup mis en retrait par rapport aux échecs. Et après, il y a eu une troisième phase où en fait, finalement, j'ai fait mes études. Après, je me suis mis à rentrer sur le marché du travail, à travailler. Et j'étais pas forcément très heureux dans mon premier job en CDI. Et j'ai décidé à ce moment-là de démissionner pour vivre ma passion. T'avais quel âge? À ce moment-là, alors c'était en 2019, donc j'avais 26 ans. D'accord. Donc à 26 ans, j'ai décidé de tout plaquer et de revenir vivre ma passion. C'est ça. C'est un choix très fort et très rare quand même. C'est un choix fort, et puis j'avais pas résolu du tout la problématique de comment gagner ma vie. C'est ça, oui. Donc c'était plus parce que j'étais un peu au bord du burn-out dans mon travail, donc c'était plus
une volonté de m'échapper. Oui. Et donc ça a lancé une troisième phase où j'ai voulu, j'ai retrouvé le plaisir d'un peu de quand j'étais gamin, Ouais. à jouer aux échecs. C'est ça. Et après, quatrième phase, c'est le moment où on se dit, allez, je vais devenir un peu professionnel. Et c'est une phase qui est très différente. Parce que là, on quitte un peu l'insouciance de sport passion, le plaisir. Il y a un objectif de résultat, on s'entoure d'une équipe d'entraînement. Et c'est une phase qui a été difficile aussi. Tu as pris beaucoup de coachs, enfin, tu avais des coachs, je crois, c'est ça, tu t'es vraiment, entre guillemets, professionnalisé, quoi, pour atteindre tes objectifs. Ouais, c'est ça. En fait, alors quand j'ai démissionné, j'ai retrouvé le plaisir. Mais je me suis aussi dit inconsciemment, ok, on va finir d'accomplir un truc qui n'a pas été accompli quand j'étais plus jeune, oui. parce que je pensais que mon potentiel il pouvait aller beaucoup plus loin. Et donc à ce moment-là, je me suis entouré d'une équipe d'entraînement, donc 2 coachs, un coach principal, ouverture milieu de jeu, qui sont les 2 premières phases du jeu d'échecs. D'accord. Et ensuite un coach final qui est la dernière phase du jeu d'échecs. Mmh. Et après, avec toi aussi, la préparation mentale. C'est ça. Et donc ça fait une belle équipe, ça fait du budget aussi, donc en fait ça devient professionnel et il y a beaucoup plus de pression. Du résultat, c'est ça. C'est le paradoxe, hein, c'est évidemment. C'est le paradoxe, ouais. Et c'est quelque chose, c'est intéressant. Je permets une parenthèse du coup, mais qu'on observe aussi beaucoup chez les sportifs de haut niveau, effectivement, c'est-à-dire plus on commence à se rapprocher du but. Et plus on commence à avoir autour de nous des gens qui nous soutiennent et qui voient que ça devient concret, que ça devient réel, plus on peut pas empêcher l'inconscient à un moment donné aussi de se mettre à l'œuvre et de se dire, paradoxalement, là j'ai moins le droit de rater, je pense. Hein, c'est quelque chose j'ai moins le droit à l'échec parce que je mets tout autour de moi, tout le monde me soutient, tout le monde pense que je vais réussir, tout le monde me dit que j'ai le talent pour réussir. Et on a vraiment la définition même de ce que c'est que la pression en fait. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que tu as ressenti? Énormément, et parce que aussi quand je m'étais remis du coup à jouer un peu aux échecs après avoir démissionné, j'ai eu de super résultats au début. Ouais. Donc en gros, par exemple, j'ai dû gagner une centaine de places au classement national. Ce que les gens comprennent, ce qui est énorme. C'est énorme, ouais. C'est ça. En gros, je suis passé de peut-être top 170 à top 70. Ouais. Donc c'est un gros bond quoi au classement national. Et j'ai dû gagner des centaines de places au classement mondial. Et à ce moment-là, j'ai eu ces résultats sans forcément faire beaucoup d'efforts. Oui, oui. Et donc, je me suis dit, je vais prendre plus de coachs, m'entraîner plus, et c'est mathématique. Oui. J'aurai des meilleurs résultats, encore meilleurs que plus, ouais. C'est ça. Et en fait, c'était pas si simple. Oui, bien sûr. Parce que, en fait, la pression était beaucoup plus forte. C'est ça. Les attentes projetées, peut-être fantasmées aussi de ta part. Et puis, tu le disais, en plus, comme tu es quelqu'un qui est dans l'ère des réseaux sociaux, tu es quelqu'un qui documente quelque part, qui communique énormément sur ce que tu fais. Et là aussi, il peut y avoir un effet un peu pervers, hein, du coup, je pense. C'est-à-dire que à la fois, tu reçois beaucoup de soutien, mais aussi à la fois, il y a peut-être l'envie de ne pas décevoir ces gens qui te soutiennent, la communauté, etc. Ouais, exactement. Alors ça, du coup, c'est la particularité un peu de mon parcours dans ce côté un peu aussi créateur de contenu. C'est ça. Qui est, alors je dis que c'est une particularité, mais en même temps, j'ai l'impression que ça va peut-être devenir la norme, parce que dans des sports où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, oui. Quand on veut vivre de sa passion, il faut bien qu'on trouve un moyen. Bien sûr. Et des fois, il faut qu'on ait les 2 casquettes, où on en communique aussi pas mal. Parce que souvent, l'industrie du sport, ça fonctionne avec le sponsoring. Et donc, comment on pourrait inciter un sponsor à venir alors que déjà on pratique un sport qui n'est pas très populaire, et si en plus on communique pas, du coup j'ai cette double casquette, mais c'était un petit peu par nécessité aussi, et du coup c'est difficile de se dire ok, je dois jouer bien parce que j'ai le budget dans les coachs, et aussi j'ai pas envie de décevoir mes coachs, etc. Et en même temps il faut que je joue bien parce que j'ai mes abonnés sur les réseaux sociaux. Et puis, on l'a pas précisé, mais aussi, tu étais un des rares joueurs français sponsorisés. Ouais, exactement. C'est ça. Et peut-être, du coup, même chose. Un plus pour vivre de ta passion, mais aussi une pression potentiellement supplémentaire. Encore une fois, à chaque fois, le double casquette, je peux dire. Ouais, exactement. Et puis, inconsciemment, on peut pas s'empêcher de se dire,
j'ai un sponsor alors que je suis peut-être pas dans le top 5 français, donc est-ce que je le mérite vraiment? Du coup, il faut que je montre que je joue bien, et C'est comme ça, peut-être ça va justifier le sponsor, Ouais, alors qu'en fait, ouais. ça n'a rien à voir. Ouais, Donc ouais, pas mal de problématiques d'accord. avec cette double casquette. Ouais, ouais. Et alors, du coup, la préparation mentale, on va y venir. Comment ça t'est venu l'idée de dire tiens, ça serait intéressant pour moi de travailler en préparation mentale Ouais. et comment t'es arrivé à moi du coup comment ça s'est fait ce cheminement? En gros, j'ai toujours été un petit peu curieux de la préparation mentale, Ouais. parce que aussi de base, j'ai un côté un peu où j'aime bien faire de l'introspection. Mhm. Donc j'étais un peu plus enclin à m'y intéresser. Et après, bon, je voyais quand même que ça devenait quand même une norme dans beaucoup de sports. Oui. Donc moi, je suis pas mal le tennis, par exemple, et Oui. ils ont tous des préparateurs Mhm. mentaux. Ouais, franchement, on se pose même pas la question, quoi. Mhm. Et même dans le foot, enfin un peu partout, je voyais que Mhm. il y en avait de plus en plus, ça devenait une norme et non pas une exception. Ouais. Sauf que dans les échecs, c'était quand même assez exceptionnel. Ouais. Et donc je me suis dit, je vois pas vraiment la raison pour laquelle ça devrait être exceptionnel, d'autant plus que les échecs, il y a cet aspect mental qui est énorme. C'est ça. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il faudrait encore plus aux échecs. Oui. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais m'y intéresser. Et en fait, j'avais sympathisé avec un autre Un sportif. un autre sportif sur LinkedIn qui était passé par l'INSEP. C'est ça. Et donc, je lui ai dit, alors, du coup, est-ce que tu travailles le mental, etc. Il m'a dit, oui, je connais un bouquin qui est pas mal, c'est Devenir champion Mhm. Mhm. de Cédric Quignon-Fleuret. Mhm. Et donc, je me suis dit, je vais l'acheter, je vais le lire. Mhm. Donc, c'était toi. Ça, c'était moi, je confirme. Et j'ai beaucoup aimé le livre. Ouais. Je me suis beaucoup reconnu en le lisant, en fait. Ouais. Ce qui est quand même intéressant que tu te sois reconnu, sachant que c'est un livre qui partage vraiment beaucoup d'expériences de sportifs de haut niveau. Ouais. Et que malgré tout, au niveau identification, tu t'es reconnu dans plein Ah ouais. de situations. Je me Ouais. suis énormément reconnu, ouais. Mm. Et puis aussi, ça faisait du bien de lever un peu le tabou. C'est ça. Parce qu'il y a un côté quand même un petit peu dans la préparation mentale où on se dit, bon, si je le dis, est-ce que ça veut dire que, est-ce que les autres vont penser que je suis faible? Ouais, c'est ça. Parce qu'on se dit, travailler le mental, c'est pas, enfin, il y a un peu ce stéréotype de Oui, travailler le oui. mental, ça veut dire qu'on est faible psychologiquement. Ouais. Du coup, ok, bon, j'ai passé outre ça. J'ai lu, je me suis beaucoup reconnu dans le bouquin. Et après, je crois que je t'ai suivi sur LinkedIn et Oui. j'ai vu qu'à un moment, tu proposais des C'est consultations ça. et là, je C'est t'ai ça. contacté. D'accord. Et c'est là où on a commencé la C'est là collaboration. qu'on a commencé à... ouais, absolument. Qu'est-ce que toi, tu as vite ciblé comme objectif dans ce qui était important pour toi de travailler au niveau de la préparation mentale? Et puis, comme tu l'as dit, on utilise depuis le début là, ce terme de préparation mentale, mais au sens plus large de psychologie du sport. Moi, je suis psychologue aussi. Donc, j'ai toujours une approche qui vise à m'intéresser autant à l'humain, à son parcours et à son interaction avec la pratique, quelle qu'elle soit, et donc, du coup, son rapport avec la performance, qu'aux outils, ce qu'on peut dire, de préparation mentale, aux petites techniques pour améliorer des points ciblés. Toi, qu'est-ce que tu as vite identifié en te disant, voilà, dans le travail qu'on a pu faire ensemble, qu'est-ce qu'il est important que je travaille et puis sur lequel tu as commencé à accrocher? Déjà, moi, il y a un premier truc, c'est pas forcément un truc que j'ai identifié, mais c'est juste une prise de conscience ou une sorte de... J'étais décomplexé au niveau du mental, Ouais. après, grâce à la collaboration qu'on a eue, Ouais. dans le sens où avant, je me disais vachement, c'est un gros mot, le mental. C'est ça. Et aussi, c'est un truc mystérieux. Ouais, c'est mystique. Ouais. Des fois, il est là, des fois, il est pas là, Oui. on sait pas pourquoi. Oui. Ça me rappelle des échanges avec toi. Ouais. Voilà, c'est ça. Comme si c'était quelque chose de très aléatoire. Ouais, exactement. C'est ça. Ça dépend de l'humeur du jour. Voilà, ouais, ça. Exactement. Et du coup, c'est stressant aussi en tant Oui. que sportif. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il sera pas là? Ouais, on se dit, Ouais. est-ce qu'il va me poser un lapin aujourd'hui? Oui, c'est ça. Est-ce que le mental sera en rendez-vous? Ouais, exactement. Et du coup, en fait, déjà rien que le fait de le travailler, ouais. Ça décomplexe. Ouais. On se dit, non, c'est pas ce truc mystérieux où je me dis, est-ce qu'il va me poser un lapin aujourd'hui? Ouais. Non, c'est un truc parmi d'autres que je travaille. Donc en fait, déjà, ça soulage énormément parce que du coup, on n'arrive plus en compétition stressé en se disant,
j'espère qu'il sera là Oui. aujourd'hui. C'est vrai que maintenant tu me ramènes, mais j'ai l'impression que tu me ramènes en fait très loin en arrière. C'est comme si tu me parles de quelqu'un d'autre quand tu me dis ça. Mais c'est vrai maintenant que tu me le dis, ça me rappelle que c'est comme ça que tu me l'as présenté effectivement au début. Ouais, exactement. Avec un côté, on tourne la roue et on espère que ce jour-là, ça va tomber sur la case mentale fort. Et c'est vrai, Exactement, ouais. et c'est vrai que moi, c'est tellement, évidemment, forcément, loin de ma conceptualisation des choses, Ouais. que t'as raison, déjà, de cette prise de conscience, ça doit être quelque chose Ouais. d'intéressant. Ouais. Puis même, je me rappelle, on a essayé quand même différentes postures mentales Oui, à l'approche de chaque compétition. oui, Donc, par exemple, on a essayé une première posture avant un tournoi que j'avais fait en Autriche. oui. Après, on a ajusté pour un autre tournoi que j'avais Mm. fait en Islande Mhm. quelques mois plus tard. Ça m'a permis, au fur et à mesure, de trouver mon style Absolument. et Ouais. mon approche C'est ça. du mental. Il y avait quelque chose, justement, quand on parlait de ça, de cette approche où moi, je sentais, alors je peux garder une réserve forcément sur tout ce qu'on se dit, mais il y avait souvent une volonté d'être limite un peu caricatural dans la posture, justement, c'est-à-dire Hmm. soit ultra confiant, soit au contraire hyper détendu et peu importe ce qu'il arrivera, et justement de trouver ton juste milieu. Ouais, Ça a été, voilà, tu parlais d'introspection, ça a été quelque chose pour toi ouais, d'enrichissant. ouais, exactement. Et en fait, je me rends compte que, en fait, euh, j'ai pu finalement trouver un petit peu la façon que j'aimais Ouais, d'opérer. c'est ça. Euh, et, euh, et peut-être que c'est passé, tu vois, un peu par des phases un petit peu extrêmes où Oui, je teste l'un c'est plutôt ça. sous contraire. Mais au moins, au fur et à mesure, on calibre et on trouve le juste milieu. Mm. Et surtout, c'est enfin un truc qui est travaillé où on a des données, où après Mm. chaque tournoi, on peut Oui, analyser un peu ces données et oui. se dire, oh, est-ce que ça a progressé ou pas? Et Oui. je sentais qu'il y avait une sorte de que ça avançait. Oui, bah, là, tu fais référence au questionnaire qu'on a mis en Ouais. place. Donc, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, donc on met en place aussi des fois en prépa mentale, moi c'est comme ça que je le fais en tout cas, un ensemble de questionnaires qui vont être ciblés sur des thématiques. Là, la thématique est évidemment la concentration, le vécu avant la compétition, pendant la compétition. Ça nous donne des données. Ces données, on en fait des stats. Ouais. Et puis, alors Julien, très très assidu, faisait absolument tous les questionnaires, toutes les données. Donc, on avait beaucoup de stats du coup, mais aussi vraiment une possibilité de à la fois de voir une évolution, mais aussi à l'avoir des domaines où là où ça bloquait un peu plus, parce que ça Ouais. correspondait souvent évidemment de manière très proche à ce que tu ressentais. Mm. Et puis aussi d'ajuster ce que tu disais, c'est-à-dire toutes ces données-là, elles nous donnent une représentativité de ton rapport mental, puis Ouais, de le quantifier, que ça soit plus concret, quoi, on va dire. C'est ça. exactement. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était un truc compliqué, qu'il y avait pas mal de thématiques à C'est ça. travailler et qu'il fallait avancer de façon assez méthodique. Oui. Et finalement, ça a totalement changé mon état d'esprit où par rapport à avant, je me disais, bah, pitié que le mental soit là. Déjà, le simple, je pense que on le dira, ça n'a pas été non plus une recette magique et Mm. c'est jamais le cas évidemment parce que tu l'expliqueras, il y a eu d'autres choses aussi qui ont été difficiles à surmonter. Mais je pense que le simple fait déjà pour toi comme tu le disais, de démystifier le mental Ouais, exactement, ouais. et d'avoir ces sous-catégories, parce que c'est souvent ce que j'explique au départ quand je travaille avec des athlètes, c'est ils viennent souvent en face de moi avec un constat. Et le constat, très souvent, c'est ils arrivent par exemple avec un constat limite d'échec, c'est-à-dire j'ai un mauvais mental. Ouais. Moi, de toute façon, je cède sous la pression. Oui. Et en fait, on est vraiment sur un espèce de diagnostic comme ça assez culpabilisant au fond, dévalorisant. Et quand tu rentres dans les sous-catégories, c'est important de comprendre, on n'a pas un bon ou un mauvais mental. C'est-à-dire qu'il y a des aspects du mental dans lesquels on peut être fort et d'autres aspects dans lesquels on peut être moyen et enfin des aspects dans lesquels clairement il y a des choses à progresser. Mais lorsqu'on s'intéresse à l'ensemble de ces catégories, de ces sous-catégories, on l'appréhende mieux. Et du coup, je pense, tu me le diras, mais je pense que c'est beaucoup moins justement dévalorisant, culpabilisant. On se dit non, mais ça en fait, je vois mes données, mes stats, elles sont bien, ça c'est bien. Il y a cette partie-là, il y a ces petites sous-catégories où clairement là, il y a quelque chose où j'ai besoin de progresser, quoi. Ouais, c'est clair. Mm. Et après, l'autre truc qui m'a pas mal marqué, c'est tu en parlais, tu vois cette différence entre psychologie et préparation mentale. Je pense que ça dépend des sportifs, mais après moi j'ai beaucoup apprécié cette approche un peu globale, Oui. où c'est-à-dire que finalement c'était pas uniquement non plus
bah voilà, il y a un questionnaire, il faut le remplir, et puis après il y a des astuces, des trucs et astuces qu'il faut appliquer C'est ça. en compétition, et puis voilà, bah bon Ouais. courage. Ouais. Moi, ce que j'aimais bien, c'était qu'il y avait aussi, on cherchait à comprendre un petit peu les raisons plus profondes Oui. de tel ou tel comportement mental que je pouvais avoir. Ouais. Du coup, ça t'a amené, j'imagine, à apprendre pas mal de choses sur toi, quoi. Ouais, et du coup, ça m'a amené à faire beaucoup d'introspection, à comprendre que parfois, des problématiques mentales que j'avais, elles pouvaient remonter à très loin. Ça m'a aussi permis finalement d'avoir un rapport plus sain à ma pratique du haut niveau. Oui, et par plus sain, en quoi c'est devenu plus sain pour toi? Bah, parce que, bah, déjà, je pense que quand on conscientise quelque chose, du coup, souvent, on a un rapport plus sain à sa pratique. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, je pense que ça dépend des gens, mais souvent, quand on fait du haut niveau, c'est parce que, hem, quand on fait du haut niveau, souvent, ça implique une charge de travail et Ouais, beaucoup de sacrifices absolument. pendant de longues années. Quand on y réfléchit, il y a quand même pas de raison rationnelle de faire ça. Mmh. Et donc, très souvent, c'est parce que, OK, plus jeune, on a eu quelque chose qui nous a donné cette énergie folle C'est ça. pour faire autant de sacrifices et pour se donner autant et accumuler une charge de Mmh. travail aussi élevée. Oui. Et finalement, moi, j'ai pris conscience que, OK, bah, peut-être que j'ai fait tout ce sacrifice et que j'étais aussi travailleur et besogneux, bah, parce que, plus jeune, j'avais eu ces difficultés, qui m'ont permis, de donner Mmh. toute cette énergie un petit Mmh. peu négatif que j'ai transformé en énergie positive à mettre dans les échecs. Tu sublimé. Ouais, voilà. Psychanalyse, c'est ce qu'on dirait, ouais. Et du coup, bah, finalement, je me rends compte que, peut-être qu'aujourd'hui, il y avait une forme de reproduction un petit peu, de ce schéma. Et des fois, du coup, ça rentrait des comportements qui étaient un petit peu, pas sains envers soi-même. Absolument. Ouais. Non, mais ça, c'est quelque chose de très important, je pense, parce que lorsqu'on vient avec une démarche d'amélioration de la performance, et justement, lorsqu'on est dans une approche globale, ça nous amène à questionner aussi des choses et des fois de sortir un peu de cette obsessionnalité de la performance pour se dire, mais est-ce que cette obsessionnalité, cette recherche de la performance, elle me fait que du bien? Est-ce qu'elle m'apporte à justement à être bien, à prendre du plaisir dans ce que je fais, à prendre du plaisir dans mon activité et à être bien dans mon quotidien? Ou est-ce que c'est au fond un rapport malsain, c'est-à-dire si je performe, eh ben, ça va à peu près bien, en tout cas c'est un soulagement. Et ça, je pense que les gens qui nous écoutent se reconnaîtront. Parce que c'est une phrase qu'on entend très souvent, c'est que la performance devient un soulagement, même plus un plaisir. C'est-à-dire, enfin, bon, j'ai gagné, j'ai un peu rentabilisé tous les efforts, tous les trucs et tout. Et quand je perds, ben voilà, c'est une tristesse, c'est un mal-être, c'est une culpabilité, c'est tout ça. Bah, moi, c'était un peu ça à un moment. Mais ça me fait penser à cette interview de Naomi Osaka à la chose tennis qui m'avait grave marqué, Ouais, c'est bon. où elle a dit quand je gagne, je suis pas heureuse, je suis juste soulagée. Et quand je perds, je suis ultra triste. Oui, tout à Il y a fait. plus de plaisir. Oui, mais c'est le sens qu'on donne à la performance. Et des fois, lorsqu'il n'y a pas cette démarche introspective, on perd ce sens. C'est-à-dire que la performance devient une finalité en soi et pas quelque chose qui est objectivé. C'est-à-dire, j'ai besoin de cette performance parce qu'elle va m'apporter ça. Et c'est d'autant plus important, notamment dans les sports où la perspective financière est en réalité très faible. Parce qu'il y en a certains qui vont te dire, alors je dis pas que ça le valide pour autant, mais lorsque tu prends peu de plaisir, etc., tu dis oui, mais j'en ai besoin pour faire vivre ma famille, parce que si, parce que ça, parce que d'un point de vue concret, ben bon, et ben malgré tout, ça reste une source de motivation. C'est pas nécessairement sain, mais on va quand même travailler justement pour essayer d'oublier un petit peu cette pression du côté purement financier, etc., parce que c'est un jeu, c'est un sport, il faut être capable d'être un peu libéré et de prendre du plaisir. Sinon, c'est quand même dur d'être performant. Mais quand c'est même pas le cas, c'est là où c'est vraiment quelque chose à questionner sur la question du bien-être. Lorsque c'est même pas le cas, que tu le fais parce que bah, tu vas gagner beaucoup d'argent et que tu vas en vivre et que tu vas mettre ta famille à l'abri, et que malgré tout, tu t'en rends malade lorsque tu n'es pas performant, c'est-à-dire que la question du sens, et notamment certainement de ce qui est sous-jacent d'un point de vue psychologique, intime, personnel, bah, il y a besoin de le travailler. C'est comme un signal d'alerte. C'est peut-être le moment de se poser 2-3 questions, quoi. Et du coup, voilà, quelle limite aussi tu as rencontré dans ce travail-là de pousser jusqu'au bout voilà, ton encadrement, parce que, alors tu l'expliques, il y a eu voilà, tout un tas de bénéfices, mais pas que, hein, dans ton parcours aussi, au niveau des performances, ça n'a pas été forcément toujours ce que tu espérais. Et voilà, t'en es où aujourd'hui et comment ça a évolué et voilà, c'est quoi ton positionnement?
Ouais, aujourd'hui, c'est un petit peu différent, je pense, mon rapport aux échecs à haut niveau. J'ai un petit peu baissé la voilure. Hem et donc, on va dire, je sors d'une phase où j'ai fait, aller 2 ans vraiment à fond, mais c'était une phase qui était top. Ouais. Enfin, j'ai travaillé, je suis super content de travailler avec toi, avec d'autres coachs d'échecs, qui sont des références, j'ai eu des super résultats, durant ces 2 saisons, en fait, c'était la première fois où je faisais des performances comme des top 100, des top, des cent ouais, top 100, top 200 mondiaux. Ça m'était jamais arrivé. Donc ça fait plaisir, quoi. Ça, je retiendrai toute ma vie, tu vois? Ça faisait vraiment plaisir. Et après, récemment, OK, j'ai baissé un peu la voilure parce que, c'est beaucoup de sacrifices. Mais le fait de l'avoir essayé. Elle est au bout de la démarche. Ouais, le fait d'être allé au bout de la démarche, du coup, après, on n'a pas de regrets. Est-ce que c'est parce que tu t'es dit à un moment donné, justement, pour arriver à maintenir un niveau comme ça de performance, ça me coûte trop? C'est-à-dire que c'est justement se reposer la question Ouais, il y a ça. de ton bien-être et de... Il y a ça. Ça me coûte beaucoup, ouais. Déjà financièrement. Ensuite, en fait, c'est super dur de gagner sa vie, aux échecs grâce aux compétitions. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans ce milieu. Et aussi, je me suis dit: «Bon, OK, j'approche de la trentaine. Est-ce que je me vois encore, continuer à aller dans la trentaine, sur ce chemin de vie?» Ouais. Et je me suis dit: «Pas forcément». Donc j'ai un peu baissé la voilure. Je continue à jouer, mais aussi, je pense après il y a aussi cet aspect mental qui m'a invité à changer de posture, dans le sens où, je suis quelqu'un qui, aime bien être tranquille et souvent je performe bien quand je suis tranquille. On va en parler sur ta Et dernière compétition. ouais, alors du coup, par exemple, ma dernière compétition à Barcelone, donc j'avais déjà décidé de baisser la voilure et j'ai fait, une performance, probablement l'une des meilleures depuis, 2 ans, quoi. Où je t'ai fait Madame Irma. Où je t'ai fait une prédiction. Ah oui, bah oui, tu m'as dit, parce que du coup, on avait un peu arrêté la collaboration juste un peu avant, Barcelone, et tu m'avais dit, juste avant que j'y aille à Barcelone, tu m'as dit, «Bon, peut-être que tu vas te mettre à bien jouer maintenant, vu que tu as plus la pression des coachs et tout». Et je t'ai même dit, je m'en rappelle assez bien, ce que je te disais, c'était, c'est tout à fait possible que maintenant tu fasses de grosses performances parce que tu t'es libéré justement de tout, au fond, de cette ambiguïté. C'est-à-dire, à la fois ça m'aide, mais à la fois ça me pèse aussi. De ce coaching et tout cet encadrement qui, quelque part, que je le veuille ou non, c'est dur de se libérer de l'idée que j'ai beaucoup moins le droit à l'échec, c'est le cas de le dire, ou en tout cas, j'ai logiquement tout pour réussir. Et donc, du coup, beaucoup moins de raisons d'échouer. Mais je te l'ai dit aussi parce que je l'ai déjà observé. Je l'ai déjà beaucoup observé. Je disais, moi, j'ai déjà eu des cas d'athlètes qui me disaient, de toute façon, je vais arrêter, ou je vais tout plaquer, et qui, dans la foulée, libérés de cette idée que de toute façon, maintenant, je suis passé à autre chose, et qui étaient beaucoup plus performants derrière. Donc, j'avais déjà observé. Et puis, donc, du coup, vas-y, raconte Barcelone, où ça a été... Ouais, c'est super bien passé, j'ai fait, match nul en top 200 mondial, ancien entraîneur de Magnus Carlsen. J'ai fait nul, d'autres grands maîtres, j'ai battu les moins forts, de façon convaincante. Oui. Super tournoi. Ouais. Et je gagnais beaucoup de points au classement, c'était top, quoi. Ouais, j'avais jamais aussi bien joué, ouais, depuis, allez, peut-être 1 ou 2 ans. Ouais. Et hem et ouais, c'est là où je me suis, enfin, comment dire? C'est là où je me suis dit: «OK, peut-être que je suis fait pour, peut-être que c'est aussi un petit peu mon approche mentale finalement». C'est-à-dire que, quand je me donne trop à fond dans quelque chose, peut-être que, c'est pas le meilleur moyen de performer. Mais c'est très vrai, c'est-à-dire que, et tu parlais au départ de, je pense que travailler sur son rapport à la performance, c'est travailler sur soi. C'est une démarche introspective. Et en fait, quand on se prive de cette démarche introspective, on s'empêche d'y arriver à un positionnement qui est justement ce que tu disais en tout début, un positionnement sain, dans lequel on va pouvoir pratiquer, s'investir et à la fois prendre du plaisir et performer. Ça, toutes ces choses-là, c'est pas facile. Et je pense qu'à un moment donné, on a une personnalité. Moi, le psychologue du sport, il n'est pas là pour changer la personnalité de quelqu'un. Il est là pour l'aider à s'adapter à sa personnalité, de faire par rapport à sa personnalité. Mais on n'est pas là pour vous dire,
voilà, t'es quelqu'un entre guillemets de pas confiant, tu vas devenir quelqu'un de super confiant. Moi, j'entends des fois des discours de ce type. Non. Si on est quelqu'un d'angoissé, on va rester quelqu'un d'angoissé. Si on est quelqu'un qui est entre guillemets mauvais perdant, ça va être très dur de ne pas. C'est comment on peut s'adapter à ça. J'ai vraiment appris à m'accepter. J'en parlais aussi, tu vois, quand on a travaillé ensemble. En même temps, je faisais un peu des relais avec mes autres coachs. Et mes autres coachs, eux, ils travaillaient avec des joueurs du top mondial. Et en fait, ils me disaient que chaque joueur, il avait ses spécificités dans son approche mentale. Alors, et donc, ils me prenaient différents exemples. Et ils sont tous, par exemple, top 20 mondiaux. Et de l'extérieur, moi qui est très très loin de ce niveau-là, en fait, on a tendance à se dire « Ah bah, s'ils sont du top 20 mondial, ils doivent être tous pareils, tous excellents, avec aucun défaut. » En réalité, le top 15 par rapport au 14, au 17 et au 7 ou au 1, en fait, ils n'ont pas du tout la même approche. Et en fait, je me suis dit « Ah non, mais c'est incroyable. En fait, il y a des grosses différences. » Et donc, je me suis dit « Il n'y a probablement pas qu'une seule voie vers l'excellence. » Absolument. Et on peut s'accepter. Il faut s'accepter, absolument. Et c'est ça toute la difficulté. Et qu'il faut être capable de prendre des références, des sources d'inspiration. Mais après, chaque parcours doit être unique. Et comme tu le dis, les parcours qui peuvent amener à la performance et au très haut niveau, à la meilleure expression de soi, ils doivent correspondre à qui on est. Ils peuvent pas être une modélisation. Je vais faire tout pareil que dans le foot, je vais faire tout pareil que Ronaldo, et dans le basket, je vais faire tout pareil que Michael Jordan. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit. Mais par exemple, le meilleur joueur du monde actuellement, c'est un Serbe qui s'appelle Nikola Jokic. Jokic, en termes d'approche justement mentale, c'est quelqu'un qui est complètement à part des autres. C'est vraiment quelqu'un qui est complètement différent. Il n'est pas dans un modèle justement la Kobe Bryant, toujours plus à fond, etc. C'est quelqu'un qui a même l'impression qu'il limite il s'en fout un peu. Alors c'est pas tout à fait le cas, mais il est très distant vis-à-vis de ça. Il prend beaucoup plus de recul, etc. C'est son parcours, sa voix, et quand il est sur le terrain, on dit en anglais it makes sense. Voilà, lui, il s'y retrouve là-dedans et il arrive à être en pleine expression. Et ça, je pense que c'est très important que tu soulignes ça, c'est-à-dire il faut avoir des sources d'inspiration, mais on peut pas copier-coller des choses au niveau de l'aspect mental, ça ne marche pas. On peut pas être qui on n'est pas fondamentalement. Ouais. Oui, exactement. Donc ouais, par rapport à la thématique, comment est-ce qu'on travaille sur l'aspect mental du coup moi, ça fait 25 ans donc avec des sportifs de haut niveau. Alors, tout de suite, et malheureusement, le pauvre Julien, je vais rabâcher les oreilles avec ça, j'avais travaillé avec des joueurs de poker, des joueurs de poker professionnels, donc aussi de très haut niveau. Et il y avait quand même pas mal de parallèles, même si évidemment, une nuance extrêmement importante entre le poker et les échecs que j'avais quand même bien conscience, c'est que il y a une partie très aléatoire et encore plus difficile à gérer mentalement dans le poker. Dans le poker, concrètement, vous pouvez tout bien faire, tout bien lire, tout bien analyser, vous mettre dans une situation où vous avez 90% de chances de gagner et vous allez quand même et vous allez perdre le coup. Dans les échecs, tu me le confirmeras, il y a moins ça quand même. C'est-à-dire que le côté hasard ne rentre pas en ligne de compte. En revanche, là où moi j'avais déjà un petit vécu là-dessus, c'est tout se passe à la fois sur la posture mentale, le positionnement, et je crois aussi quelque chose alors qui me paraît important, mais tu me diras aussi ce que tu en penses, qui est le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, parce que au poker, on joue à la fois contre 9 adversaires à table. Bon, ça dépend des formats, on va dire, mais ça change tout le temps. C'est-à-dire que ces 9 adversaires, une fois joué contre l'un, contre l'autre, etc. Et puis on va nous changer de table, donc on va avoir 9 nouveaux, etc., etc. Aux échecs, c'est un individu. Donc c'est un style de jeu, une personnalité, et puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup rappelé, en fait, tu vas voir, toi qui étais un passionné de ce sport, qui m'a beaucoup plus rappelé le tennis. C'est-à-dire le rapport à l'adversaire, à sa spécificité et à son classement. Et alors ça, il y a des choses, la notion du classement, moi j'avais travaillé déjà avec des tennisman de haut niveau, ils sont tous un peu obsessionnels sur cette idée du classement. Voilà. Et ça m'a tout de suite rappelé ça. C'est-à-dire, il est classé tant, il a pris 15 places, il en a perdu 4, etc. Et j'entendais énormément parler de ça aussi lorsque j'étais dans le tennis. Alors, c'était comme un peu un mix pour moi dans l'approche mentale entre
des choses qui étaient du poker, parce qu'on n'est pas sur de la performance physique, même s'il y a des critères physiques, hein, on en parlera. Moi d'ailleurs, je t'ai tout de suite parlé, est-ce que tu fais du sport, est-ce que au niveau de ta santé, de ta confiance, ton rapport au corps, est-ce que on peut améliorer des choses là-dedans. Donc évidemment des choses qui touchaient à ça. Et puis sur ce rapport à l'adversaire ciblé, avec tout un tas de choses, je crois, des choses qui peuvent être de l'ordre des complexes de supériorité et des complexes d'infériorité. Je pense que les deux peuvent être à l'œuvre très très fort dans les échecs. Oui, exactement. Franchement, il y a je trouve que c'est un bon parallèle, poker et tennis, un mix des deux. Le poker dans le sens où, ouais, en fait, c'est pas du sport physique. Et il y a beaucoup qui se dit dans le langage corporel. On en a parlé aussi. Ouais, et donc finalement, et en fait, le langage corporel qu'on va avoir, il va donner tout un tas d'indications, volontaires ou pas d'ailleurs, sur ce qu'on pense de la partie qu'on est en train de jouer. Et on a un peu ça au poker et ça aux échecs. Et après, pour le tennis, c'est vrai, on a clairement ça aussi aux échecs, le rapport au classement de l'autre. Donc, par exemple, je joue un grand maître. Comment je fais ? Je joue un maître. Comment je fais ? Je suis 2000 et lui, il est que 1800. Je suis censé gagner. Je suis censé gagner. Je suis censé gagner. Ça, c'est une phrase qu'on a discutée. Ou bien, je suis 2000 et il est 2200. Il est plus fort que moi. Est-ce que je vais réussir à m'accrocher, à faire une performance ? Et après, du coup, on porte un jugement aussi sur le moindre coup que va faire l'adversaire. Et le jugement ne sera pas le même en fonction de son classement. Par exemple, si un grand maître fait un coup, on va se dire « il est grand maître, il y a sûrement une raison ». Et si un amateur fait le même coup, on va se dire « c'est nul ». Tu as exactement la même type de réflexion au poker. Exactement. C'est-à-dire le même coup joué par un génie, des fois on va le qualifier de brillantissime et extraordinaire, etc. Et le même coup joué par un fiche, les fiches qu'on appelle les nuls en fait au poker, évidemment on va juger que c'est désastreux. Exactement la même chose. Mais tout dépend évidemment du bagage théorique et de la complexité, mais qu'il y a dans le coup qui est joué. Donc tout ça aussi c'est des choses effectivement qui sont à prendre en ligne de compte. Mais qui crée vraiment, je crois, dans l'approche mentale, parce que de la même manière, lorsque tu joues contre quelqu'un au poker qui a une énorme réputation, dont tu connais le niveau, dont tu sais qu'il fait très peu d'erreurs, il y a une forme de pression tout de suite qui est induite. Et de la même manière, donc, lorsque tu es face à un adversaire, et c'est vrai dans tous les sports, moi je suis un grand fan de basket, donc il y a la notion du 1 contre 1 au basket par exemple, lorsque tu sais que tu as vraiment un ascendant sur un joueur en 1 contre 1, tu vas aussi avoir tendance à vouloir l'exploiter et appuyer quelque part sur cette faiblesse. Et d'ailleurs, c'est un terme de poker. Et ça, c'est des choses que je retrouvais quand même aussi un peu aux échecs dans le discours, alors peut-être d'une manière moins prégnante. Et alors, moi, c'est ça la spécificité que j'ai trouvée, et peut-être aussi vraiment des choses qui étaient comment est-ce qu'on fait pour arriver à garder une fluidité, des choses qui touchent à l'intuition, avec autant de complexité technique, j'allais dire, avec autant de stratégies, de choses. Tu me parlais beaucoup de stratégies, beaucoup de choses très complexes, dont 99,99% je ne comprends rien, soyons clairs. Mais comme je comprenais pas forcément toute la complexité qu'on m'apportait au départ au poker non plus, bon, j'y jouais, je joue pas aux échecs, mais à un haut niveau, à un moment donné, tu suis plus. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui m'a paru très, très spécifique à travailler. C'est-à-dire vraiment la notion d'intuition, comment est-ce qu'on fait, et parce qu'on pourrait croire que c'est pas là. Parce que tu vas nous dire, mais on pourrait croire que c'est très robotisé, en fait. Il a fait ça, je fais ça, et du coup, mais qu'en fait, il y a de l'intuition. Donc, ouais, on a vraiment cette problématique de c'est trop complexe, il faut suivre son intuition, mais est-ce que si on la suit trop, finalement, c'est pas une forme c'est pas une preuve qu'on est déconcentré. Oui. Et c'est difficile de trouver le juste milieu, c'est ça. Donc aux échecs, par exemple, en fait, le nombre de parties possibles, c'est 10 puissance 120. Donc c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers observable. Ça, je l'ai appris par cœur. Donc c'est une bonne référence. C'est pour montrer la complexité de la chose. Et donc en fait, du coup, quand on va chercher à un tel coup on va jouer, on peut pas tout anticiper. Et à un moment, il faut faire un choix qui va souvent être basé sur l'intuition. Mais en fait, l'intuition, des fois, c'est aussi une excuse. Et en réalité, on est feignant. Pour jeter les dés, on va dire. Oui, en réalité, on est feignant. On n'a pas envie de faire le job. Et donc, on se dit, c'est mon intuition, c'est l'expérience qui parle.
En réalité, c'est juste que là, tu as la flemme. Ouais, c'est ça. Et du coup, on est toujours là à se dire, est-ce que d'un point de vue mental, je suis focus, je suis dans l'instant, je suis dans la zone et je suis mon intuition, ou est-ce que je suis en train d'être vraiment un gros feignant? Ouais, et c'est super dur de trouver le juste milieu. T'as l'impression d'avoir plus réussi à cerner la nuance entre les deux? Ouais, ouais, c'est clair. Bah déjà, il y a le, enfin, on a fait beaucoup d'exercices où, post-compétition et post-entraînement, on essayait de juger un petit peu mon niveau de concentration. Donc, tu avais montré différents outils et ça m'a permis finalement de comprendre que, ah tiens, j'ai une sorte de baseline où genre je suis souvent à ce niveau-là. Des fois, je suis un peu, surexcité, des fois, je suis peut-être un peu trop tranquille et en fait, le fait d'avoir accumulé comme ça différentes données, ça m'a permis de mieux savoir comment je suis en général. Bon, c'est quoi les indices qui vont indiquer que souvent je suis en sur-régime et inversement? Dans les zones +2, -2, Ouais, on réfère au schéma de la concentration sur lesquels on travaille. Oui, et puis aussi, je pense que dans cet effort d'essayer de stabiliser dans les bonnes zones émotionnelles, sur lesquelles tu as fait effectivement un très gros travail, je dois même dire, j'ai pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un qui a autant travaillé pour essayer de quantifier et d'apprendre à réguler, à être dans la bonne zone émotionnelle. Ça, c'est vrai que en termes de puis aussi, c'est pas pareil quand on travaille avec des sportifs de haut niveau et un joueur d'échecs en termes de rigueur. J'allais dire, c'est quand même l'apogée de la rigueur aussi ton sport. C'est-à-dire que si on n'est pas rigoureux, alors que ça peut passer dans d'autres sports à très haut niveau, ça on plafonne un peu si on n'a pas de rigueur. Mais là, on est quand même. Moi, je fais le comparatif très très haut niveau de rigueur. Alors, c'est après les gens qui nous écoutent, Julien, donc que ce soit dans les analyses de parties, les débriefings, par rapport à mon domaine qui était la concentration, moi, j'ai jamais vu autant de rigueur dans la manière de quantifier, d'analyser, etc. Donc ça, je pense que tu as fait un très gros travail qui t'a permis effectivement de mieux comprendre ta zone émotionnelle. Et surtout, c'est la deuxième partie de ta phrase qui me paraît très intéressante, c'est les déclencheurs. C'est-à-dire, et on en revient à cette notion introspective, c'est qu'est-ce qui déclenche? Qu'est-ce qui me met dans la zone et qu'est-ce qui m'en sort? Et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment important pour les gens qui font des échecs ou qui font du poker, des choses comme ça, c'est d'apprendre à identifier ça. Parce que très souvent, moi, ce que j'entends dans le discours des sportifs, des gens avec lesquels je travaille, c'est, au fond, ils vous apportent un constat, je pourrais dire, d'échec. C'est-à-dire, régulièrement, il m'arrive ça. Mais au fond, qu'est-ce qui déclenche ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me sort de la bonne zone émotionnelle? Et on a remarqué chez toi, comme on le remarque chez tous les gens chez qui on fait un bon travail comme ça, qu'est-ce qui étaient les déclencheurs qui à la fois te mettaient dedans et à la fois te sortaient de ça. Et on remarque que c'est souvent les mêmes types de facteurs, en tout cas. Ouais. Et on en revient à ça, c'est-à-dire, est-ce que tu as le sentiment, du coup, de la même manière? Parce que je pense que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, de mieux savoir quand est-ce que c'est de l'intuition et quand est-ce que c'est de la fainéantise? ouais, c'est clair. Bah, en fait, OK, je pense que c'est aussi lié un petit peu à des aspects techniques, Oui. dans le sens où, par exemple, si c'est moi j'ai des forces et faiblesses dans mon jeu aux échecs. Souvent, quand, j'ai une idée comme ça que j'ai envie de jouer et que je sais que c'est spécifiquement dans un domaine de jeu que je maîtrise vachement bien, qui est un point fort chez moi, j'aurais déjà plus tendance à suivre mon intuition. Par contre, je sais aussi que j'ai des gros points faibles dans mon jeu et quand j'ai une intuition en mode j'ai envie de jouer ça et alors que je sais très bien que là on est sur un domaine de mon jeu où je suis pas fort, je suis déjà plus méfiant. Ouais, parce que c'est peut-être plutôt le signe que je suis feignant et que j'ai pas envie de faire le job parce que justement la position que j'ai sous les yeux, c'est un domaine où je sais que j'ai un gros point faible. Oui, oui, d'accord. Ouais, ouais. Je pense que ça, c'est une partie absolument ce que tu décris. C'est quelque chose, moi, ça m'a beaucoup intéressé de travailler avec toi parce que c'est la même chose, hein, ça nous amène à aborder d'autres concepts de manière différente et de voir comment est-ce qu'on peut les appliquer aussi à un domaine très spécifique qui est les échecs. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est essentiel à cerner et que moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai abordé dans la spécificité de travailler avec des joueurs d'échecs. C'est vraiment cette identification dans la notion de concentration de ce qui est le lâcher-prise et donc ce rapport à la confiance en soi. Et qu'il y a une donnée technique qui est tellement forte qu'on est obligé toujours de la prendre en considération. Donc encore une fois, arriver à bien comprendre, je pense, pour un joueur, qu'est-ce qui influence au final sa prise de décision?
parce qu'on n'est que dans de la prise de décision. On n'est que dans la prise de décision. Et est-ce que c'est purement un choix tactique? Est-ce que c'est un choix d'intuition? Il y a un choix d'intuition, et voilà, toute la complexité que tu viens de soulever. Un choix d'intuition qui relève sur, au fond, une démarche de confiance ou une démarche de bon, on verra bien. Et faire la. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu sais, j'avais beaucoup d'appréhension avant mon début, parce que je me suis dit, les échecs, c'est tellement spécifique, c'est tellement technique, est-ce qu'il va comprendre? Ouais. Et bon, après, je sais pas c'est quoi ton niveau aux échecs. 0. Je fais la différence entre le roi et la dame. Un peu mieux grâce à toi, mais. Voilà, et au final, j'ai trouvé que la collaboration, c'était top. Oui. Et qu'on n'a pas senti... Enfin, j'avais l'impression que tu respectais les spécificités des échecs, Oui. tout en sachant que c'était pas ton domaine. Oui, après, c'est vrai, tant mieux. Moi, après toutes les années à l'INSEP, on travaille avec 20 disciplines différentes. Donc, clairement, surtout dans les premières années, on n'est pas expert de 20 sports différents. Alors moi, j'arrivais, je connaissais bien tennis, foot, basket. À un moment donné, j'étais pas un spécialiste de gymnastique rythmique, de gymnastique tout court, ou tellement de sports, de judo. J'ai travaillé avec beaucoup de judokas et de judokates. Mais après, évidemment que d'avoir une spécificité par rapport à la pratique, par rapport, ça aide dans la communication, ça aide dans le fait d'appréhender ce qu'on nous apporte, notamment sur les débriefings. Voilà, comment ça s'est passé, situer le niveau de l'adversité, etc. Tout ça, ça nous aide. Qu'est-ce qui est difficile à faire, qu'est-ce qui est voilà. Mais en fait, une fois qu'on a un bagage à peu près minimum et qu'on connaît les codes du sport et du haut niveau, ça nous permet de remettre en perspective, mais au final, la concentration, la confiance en soi, le rapport à soi, la qualité introspective, ça, c'est pas lié à une pratique. C'est un socle. Absolument. C'est un socle. Et c'est en ça que la communication, elle va généralement bien se passer, qu'on va se comprendre. C'est que, au fond, la demande est la même. C'est-à-dire, j'ai envie d'arriver à un plus haut niveau de performance qui va passer par une meilleure connaissance de moi-même, de ce qui me met dans les bonnes dispositions, dans les meilleures dispositions, ce qui peut me perturber, etc. Et puis en fait, tout le reste, on va dire la structure autour, c'est la spécificité. Mais c'est du langage. C'est du langage, il faut apprendre un petit peu à parler cette langue. Alors c'est vrai que moi, après 10 ans, après avoir travaillé avec des judokas, c'est vrai que je regardais une compétition de judo, voilà, ça me parlait beaucoup plus. Et aussi, je travaillais beaucoup avec des entraîneurs, donc à force de parler aux entraîneurs, j'ai dit, mais là, j'ai l'impression que, puis quand les entraîneurs vous confirment, dire, oui, mais c'est ça, bon, ok, je comprends mieux. Alors, les échecs, évidemment, j'aurais pu regarder là, il faudrait que j'aie beaucoup de parties d'échecs avant d'arriver à comprendre si c'est bien joué ou pas bien joué. Mais, en tout cas, j'arrive à comprendre, toi, parce que aussi, tu avais cette très bonne, tu es aussi très pédagogue, ça se voit que tu donnes des cours à l'école, de m'expliquer les choses de manière à ce que je puisse les comprendre aussi. Voilà. Lui, il est censé être plus fort, là, lui, il est censé être moins fort, et ça représente tel classement, et tu m'expliquais toujours les classements et tout. Donc, et c'est la notion de collaboration, elle est aussi essentielle là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'étais aussi un peu dans une position d'élève de comprendre ce que j'ai besoin de comprendre, voilà, pour pouvoir mieux te renvoyer les informations. Mais c'est vrai que il n'y a pas tant de barrières que ça par rapport au fait de ne pas être un expert des échecs au final. Du coup, quel conseil tu as envie de donner? Toi, tu as une grosse communauté de joueurs d'échecs qui te suivent. Quel conseil tu aurais envie de leur donner sur des jeunes joueurs d'échecs, plus expérimentés d'ailleurs, qui auraient envie de travailler sur leur mental? Ouais, en fait, c'est vraiment un sujet ultra important, et en fait, je le sens au quotidien, parce que du coup, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai une grosse base d'abonnés, donc en fait, je reçois beaucoup de mails aussi, j'ai mon club d'échecs, donc en fait, je reçois des mails de gens qui, des fois, me partagent leurs problématiques et leurs difficultés à progresser. Et des fois, les mails, ils sont durs à lire. Des fois, et c'est pas forcément les plus jeunes, hein. Alors, souvent, les plus jeunes, on pense à eux parce qu'ils ont la niaque et ils veulent devenir des champions, et c'est super. Mais des fois, c'est aussi plein de monsieur et madame tout le monde qui se lancent dans les échecs à 35 ans, et en fait, c'est un gros challenge personnel parce que en fait, ils ont des choses à se prouver et ils ont mis beaucoup de cœur dans ça. Et en fait, les problématiques de mental, elles sont aussi grave présentes. Et c'est des choses, par exemple, je comprends pas, je travaille 5 heures par semaine, alors qu'en plus j'ai mon travail,
Et quand je joue en ligne, ça fait quand même 2 mois que je suis 600 Elo et que je gagne pas un point de classement. Et du coup, je commence à perdre la motivation et je me dis: «Est-ce que ça vaut vraiment le coup, alors que je pourrais faire autre chose et j'ai déjà mon travail?» et cetera. Et en fait, je me rends compte que le mental, il est très présent aux échecs et à tous les niveaux, pas forcément juste le haut niveau. Et du coup, moi, le conseil que je donnerais en numéro un aux joueurs d'échecs, c'est il faut démystifier la chose. Le mental, c'est pas un gros mot, ça se travaille. Plus on le travaille, plus on va être à l'aise avec ça et content de le travailler. Et ensuite, avoir surtout, in fine, un rapport plus sain avec sa pratique. Et je pense que c'est indispensable parce que de toute façon, à long terme, la performance, je pense qu'elle est tout le temps corrélée à la motivation et au plaisir. Et donc, si on n'a pas un rapport sain avec sa pratique, parce qu'on n'a pas travaillé son mental, bah, le risque, c'est qu'à terme, on n'ait plus la motive, plus le plaisir, et qu'on arrête de jouer, quoi. Bravo. Écoute, j'aurais pas dit mieux. Moi, c'est formidable. Absolument. Je pense que tu as dit des choses qui sont importantes à entendre pour ta communauté de joueurs d'échecs. Et je pourrais dire la même chose pour les sportifs de haut niveau. Euh, Encore une fois, moi, je suis psychologue à la base. J'ai rencontré beaucoup d'histoires de sportifs en souffrance, en mal-être, qui avaient des rêves plein la tête. Et d'ailleurs, c'est un peu, tu vois, qui a lu mon livre, ça commence par le rapport au rêve et ça termine par le rapport au rêve. Je pense que la notion du rêve, elle est essentielle lorsqu'on se confronte à une notion de performance, que ce soit dans le sport ou dans autre chose. Au fond, il y a un rêve qu'on a envie de porter, qu'on a envie de concrétiser, qu'on a envie de matérialiser. Et donc, du coup, c'est quelque chose de beau à la base. C'est quelque chose avec des étoiles, hein. C'est quelque chose qui fait pétiller, etc. Comme je disais, on a tous, gamins, à un moment donné, rêvé d'être un champion de foot ou d'être danseuse étoile ou d'être. Voilà. Et à un moment donné, c'est beau de se donner les moyens d'arriver de faire de ses rêves une réalité. Mais lorsqu'on se confronte à la réalité du très haut niveau, et tout ce que ça comporte en termes de sacrifice, de pression, de déception, de désillusion, ça va venir endommager un peu tout ce beau process. Et comment on fait pour arriver malgré tout à rester sur cette quête qui est une belle quête, mais qu'on n'y perde pas un peu notre âme, j'allais dire, qu'on n'y perde pas du sens, qu'on s'y abîme pas et qu'on n'en sorte pas dégoûté, écœuré, parce que des fois ça peut arriver et dans le sport, et je l'ai vu, moi j'ai accompagné des arrêts de carrière, et dans les échecs ou dans d'autres domaines. Franchement, c'est super que ça vienne d'un champion comme toi qui puisse partager ton expérience et dire ça aux jeunes, comme j'ai eu des grands sportifs de haut niveau qui ont eu le même discours. Certains qui ont pu faire des témoignages sur mon site pour expliquer voilà, qu'il faut effectivement démystifier ça et arriver l'objectif ne doit pas être que la performance. L'objectif, ça doit être prendre du plaisir à être performant et s'éclater dans ce projet-là et pas s'en rendre malade. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, Julien. C'était hyper intéressant, un grand plaisir. Et puis, plein de bonnes choses pour toi pour la suite. Oui, merci. Et